Personnellement, je suis Gabriel Boitous, je fais partie de l'e-commerce Academy, où j'y suis expert Magento. Et moi, je suis Mathieu Bouchot, donc pareil, expert technique à l'e-commerce Academy. Donc à l'Académie, on est spécialisé dans la formation, le conseil et l'audit e-commerce, et donc en particulier sur la solution Magento. Et c'est à ce titre qu'on va faire cette présentation aujourd'hui. Donc cette présentation va se découper en 4 parties. Donc dans la première partie, on va surtout évoquer des changements techniques. Donc Mathieu s'en chargera particulièrement. Ce sera un petit peu technique. D'ailleurs, par rapport à ça, ceux qui ont un profil technique dans l'auditoire, est-ce que vous pourriez lever la main pour qu'on se fasse une petite idée ? D'accord, donc la moitié, ok. Donc la première partie, ce sera les changements techniques identifiés dans la version 2 par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans Magento 1. Ensuite, on fera un rapide aperçu des changements fonctionnels. On expliquera un petit peu pourquoi ces changements techniques sont en place, à quoi ils servent fonctionnellement, quelles vont être les conséquences de ces changements. On parlera aussi de l'impact de Magento 2 sur l'organisation des équipes. Comment les ressources vont se structurer pour développer des projets Magento 2 et d'écosystèmes, et puis on fera un petit bilan à la fin. Voilà. Alors juste avant de commencer, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de Magento 2 en fait, puisque Magento, toute version, hein, enfin encore 2, c'est encore un peu prématuré, mais toute version, c'est d'abord une application e-commerce. Donc une application e-commerce, le job fondamental, c'est de réaliser des ventes en ligne. Et le parcours d'un workflow e-commerce, il est borné. Ça commence de la page d'accueil jusqu'au passage de commande. Ça veut dire que le périmètre fonctionnel, globalement, il sera aussi borné. Je parle du périmètre pertinent fonctionnel d'un point de vue e-commerce, il sera aussi borné. Du coup, tenant compte de ça, Magento 1, c'est quand même une application qui a 250 000 maintenant sites ou plus dans le monde. Et donc, d'un point de vue fonctionnel, c'est une application qui est mature. Donc tout ça pour vous dire que, à moins de bonnes surprises, mais ce n'est pas ce qu'on annoncera, d'un point de vue fonctionnel, il n'y aura pas effectivement de gros bouleversements. Mais c'est logique, en fait, de ce point de vue-là, puisque, comme je vous le dis, le périmètre fonctionnel, étant donné qu'il est borné à partir de là, voilà, on ne peut pas ajouter à l'infini des fonctionnalités qui soient toujours pertinentes. Bien, alors on va commencer pour la partie des comparaisons techniques d'un point de vue structurel. Alors d'un point de vue structurel, Magento 1, et c'est conservé dans le 2, c'est d'abord un framework technique et au-dessus une application e-commerce. Donc sur Magento 1, en fait, c'est un framework qui est presque autonome. Alors presque autonome, puisqu'en fait, pour ceux qui sont un peu techniques dans Magento, le framework c'est globalement le module MageCore, puisque toutes les classes abstraites effectivement sont positionnées dans ce module. Et il n'est pas complètement autonome, puisque dans MageCore, vous avez par exemple des afférences à Store, etc. Enfin, des choses qui sont très spécifiques e-commerce. Donc, par contre, l'esprit modulaire, c'est-à-dire l'indépendance entre les composants, ça, c'est un esprit qui était déjà positionné dans Magento 1, qui était perfectible, et qu'ils ont effectivement conservé, pour des raisons évidentes, sur Magento 2. Alors dans Magento 2, ce qui va changer effectivement d'un point de vue grosse maille, c'est-à-dire grosse structure, c'est vraiment que le framework, il est vraiment posé à part. Vous voyez, dans un dossier séparé, vous avez Magento Framework et les modules qui sont toujours dans la même arborescence, AppCode. Bon, si ce n'est qu'on n'a plus Community, Core et Local, mais voilà. Alors, donc en fait, ça c'était juste un schéma de dépendance. Donc en fait, ici j'avais pris l'exemple du module Mage Catalog Inventory ou n'importe quel module. Il a forcément une dépendance sur MageCore. Et MageCore utilise éventuellement des composants ou du Zen Framework ou de la librairie Varien. Et puis vous, dans vos modules, vous pouviez directement appeler des composants du Zen Framework ou Varien si vous le souhaitez, notamment le Zendate qui était très, très utilisé. Au niveau de Magento 2, donc c'est pareil, c'est-à-dire que le module, il va aussi utiliser les couches du framework, mais on pourrait s'attendre à ce que finalement il n'y ait que des appels au niveau du framework, mais en fait si on regarde dans le code de Magento, il y a bien aussi des appels à des librairies particulières du ZF1 et même des composants de Symfony. Et ce que ça va amener en fait, ces changements-là, en fait, c'est essentiellement une correction des problèmes de modularité qu'on avait dans Magento. Dans la version 1, les techniciens parmi vous connaissent un module qui s'appelle Mage Admin HTML, qui est monolithique et qui
qui va en fait à l'opposé des principes de modularité de Magento 1. Ce problème sera résolu dans Magento 2. Donc comme Mathieu l'avait indiqué, donc on a maintenant un dossier dédié pour le framework de Magento 2. La classe toute puissante Maj, qu'on appelle la classe finale Maj, elle a disparu. On vous expliquera dans la présentation des nouveaux patterns techniques Magento 2, pourquoi et comment est-ce qu'elle est entre guillemets remplacée. Donc finalement la granularité des modules est plus fine, et d'autre part Magento 2 utilise les namespaces qui ont été introduits par PHP 5.3. Alors un petit exemple de ce que ça implique concrètement, c'est dans Magento 1 vous aviez un module catalogue, donc qui est le rond au centre. Vous aviez également un module downloadable qui servait en fait spécifiquement aux produits téléchargeables. Il y avait également un module bundle, donc qui lui servait à faire les produits packagés. Maintenant dans Magento 2, donc on a toujours ça. Par contre, la logique pour les produits configurables est sortie du module catalogue. Donc c'est ça en fait qu'on entend par un découplage et par une meilleure modularité de Magento 2. Le module qui gère les produits groupés a été créé, c'est-à-dire que la logique est sortie de catalogue, ça devient un composant à part entière. Et la navigation par filtre, donc qui permet aux utilisateurs de faire des tris par prix, par attribut d'une manière générale, est découplée également du module catalogue et ça devient un composant à part entière. Voilà. Alors maintenant, donc là on a vu la partie grosse maille, c'est-à-dire en gros le positionnement file system vraiment grosse maille. Maintenant on va commencer à aller un petit peu plus finement au niveau des patterns qui ont été implémentés dans la 1X, que vous connaissez certainement, et ensuite ceux qui ont été implémentés dans la 2X. Alors au niveau de la 1X, on a une logique MVC, donc ça c'est un standard pour une application web, une configuration XML, des conventions de nommage qui sont conservées par rapport au Zen Framework 1, l'utilisation du pattern Event Observer, donc principalement utilisé pour le découplage, indépendance des modules entre eux. Un pattern Active Record, c'est-à-dire que vos modèles, les entités par exemple produits ou customer, vous pouvez directement appeler des opérations CRUD dessus, save, load, etc. Et l'implémentation d'un mécanisme de rendu de vue spécifique, layout, bloc et template. Alors, dans Magento 2, donc on conserve la logique MVC, une config XML également. Donc là, au niveau des conventions de nommage, c'est plus le respect des standards PSR, donc qui ont été vraiment popularisés par Symfony 2. Et donc, bon, ça c'est respecté. Ça va au-delà de Symfony 2, mais bon, on va dire en France, ça a été quand même popularisé par Symfony 2, et donc Magento, effectivement, a conservé ça. Injection de dépendance, pattern solide. Donc ça, bon, sans rentrer dans les détails de chaque niveau de lettres finement de ce que ça veut dire, globalement, ça veut juste dire qu'il y a vraiment une séparation des responsabilités avec des classes spécifiques qui vont gérer chacune des responsabilités, et que les responsabilités sont définies publiquement par des interfaces. Voilà. Alors, on a l'amélioration du mécanisme de rendu de vue, layout, bloc et template de Magento 1, puisque en fait ce mécanisme-là, même s'il a 8 ans d'existence, en termes de modularité, c'est-à-dire d'indépendance, c'est-à-dire de pouvoir positionner finement un composant sur telle ou telle page sans interférer avec les autres modules, à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, alors j'ai pas la prétention de connaître tout d'un point de vue exhaustif, mais à l'heure actuelle, il y a pas mieux. Même Twig, par exemple, il n'est pas aussi fin que ce que permet de faire le mécanisme de rendu de vue Magento à ce niveau-là. Donc ils l'ont amélioré. Il y a un mécanisme de code générateur, donc ça veut dire en gros que Magento va générer du code à la volée. On va voir pour quelle raison. Un dossier public dédié pour les ressources web. Donc ça c'est plus pratique parce qu'avant, en gros, vous deviez gérer finement des points htaccess pour éviter que vos ressources soient publiques. Dans votre dossier var, dans votre dossier JS, etc. Enfin, dans votre dossier JS, par exemple, il était public, le dossier var, il l'était pas. Donc il fallait gérer de la configuration serveur, notamment des htaccess, pour effectivement empêcher ou permettre ça. Là, du coup, dans Magento 2, il n'y a qu'un seul dossier qui est public, donc il suffit de fermer tous les autres au niveau des access serveurs pour rendre les ressources publiques ou non, et puis c'est tout. Et des tests pas seulement unitaires. On verra ça effectivement après. Alors, en termes de file system, à grosse maille, donc bon, je vais vous laisser regarder un peu les chiffres. Donc du coup, d'un point de vue commentaire grossier qu'on peut faire là-dessus, c'est juste qu'on a explosé le nombre de fichiers et de dossiers dans Magento 2 par rapport à Magento 1.
simplement parce que effectivement il y a des patterns d'avoir des gestions de responsabilité plus fines notamment, et puis des gestions d'interface. Bon, bah ça permet de multiplier les... Enfin, c'est une conséquence logique, c'est-à-dire on multiplie le nombre de fichiers. Et tout à l'heure, on vous donnera un exemple concret avec un fichier qui était un fichier dans Magento 1 et qui dans Magento 2 devient 7, 8, 9 fichiers pour faire la même chose en conséquence des principes de développement de Magento 2. Voilà. Et en fait, c'est essentiellement ça qui explique le pourquoi du comment on passe de 13 000 à 34 000 fichiers. C'est pas qu'il y a 3 fois plus de fonctionnalités pour le moment. Voilà, si vous trouviez par exemple que Magento 1 c'était une usine à gaz, Magento 2 en fait... Vous serez comment dire, déçu à ce niveau-là, puisque à partir du moment où ça double, effectivement, ça va être assez compliqué. Alors, par contre, en termes de structure de base de données, eh bien, d'un point de vue purement objectif, alors j'ai pas été jusqu'à faire un delta au niveau des noms des colonnes, par exemple, mais si on regarde le nombre de tables, le nombre de colonnes, contraintes d'intégrité, index, etc., eh bien on constate qu'en fait c'est la même chose. Donc d'une part, cette première approche, même sans regarder les fonctionnalités, finalement on peut se dire qu'il n'y aura pas énormément de changements fonctionnels, puisque s'il y avait vraiment des fonctionnalités, on les retrouverait effectivement, ça se répercuterait au niveau de la base de données, c'est pas le cas. Donc on a un peu moins de tables parce que Magento a fait du nettoyage, on va dire, par rapport à Magento 1, mais c'est tout. Ah, par contre, important, l'utilisation de l'EAV. Donc ça, c'était entre guillemets un des boulets, enfin, ça dépend, mais enfin un des boulets de Magento 1, et ce boulet, il est gardé dans Magento 2. On s'est dit, bon voilà, c'est peut-être affectif, je sais pas, mais voilà. Alors, bon là c'est juste pour vous donner quelques idées de tables qui ont été ajoutées ou supprimées. Donc au niveau du catalogue, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que on peut voir ici que comme il y a une table vidéo, on peut raisonnablement penser qu'il y a une fonctionnalité de gestion de vidéo au niveau des produits qui a été ajoutée dans Magento. Et il y a une table spécifique pour les réécritures d'URL, produits et catégories. Avant c'était tout groupé dans Core URL Rewrite, maintenant effectivement ce sera positionné dans cette table-là. Ensuite, au niveau des tables Customer, donc là la seule chose qui est intéressante c'est le Customer Grid Flat. Typiquement, quand vous aviez 1 million de clients et que vous alliez dans votre grille back-office, il y avait une horrible requête qui était exécutée en EAV qui prenait... Bon, ça dépend du temps, mais enfin là, comme les données clients sont indexées dans une table à plat, ce sera effectivement beaucoup plus rapide à charger. Et au niveau des tables de commande, alors c'est que des modifications cosmétiques, on va dire, puisque les Sales Flat Order... Ça, c'était pour des raisons historiques, parce qu'historiquement, c'était modélisé en EAV, les commandes. Donc, en fait, bon, voilà, maintenant, ils ont dégagé ça. Donc, Sales Flat Order, ça devient Sales Order. Voilà. Et puis, il y a d'ajout des tables spécifiques pour gérer les numéros d'incrément des commandes, factures, crédit mémo et shipment dans Magento. Donc finalement, le bilan comparatif qu'on peut tirer de ce qu'on observe entre les sources Magento 1, les sources Magento 2, la base de données Magento 1, la base de données Magento 2, c'est que la problématique de multiplication des fichiers, on a vu c'est x3 en termes de nombre de fichiers, x3 également en termes de nombre de dossiers, vient essentiellement des nouveaux concepts de développement qui sont suivis dans Magento 2 et donc qui sont nouveaux, qui n'existaient pas dans Magento 1. Le fait d'avoir ce pattern dit de single responsibility engendre nécessairement la création de plus de classes et le pattern inversion de dépendance dont on parlera tout à l'heure, lui implique de créer des interfaces. Alors c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez surligné en bleu sur votre gauche, donc sur la droite sur votre gauche, vous avez un fichier donc qui s'appelle le cart controller, c'est le fichier en fait qui gère grosso modo tout ce qui se passe en termes de pages relatives au panier. Donc c'est le fichier qui va servir à commander l'affichage du panier, à commander également l'application d'un bon de réduction, à commander l'ajout d'un produit ou le vidage du panier. Donc dans Magento 1, on a un fichier et à l'intérieur, donc on a toutes les fonctions que ce fichier-là peut gérer. Donc l'affichage du panier, comme je vous le disais, l'application d'un bon de réduction, la suppression du panier. Dans Magento 2, du fait des nouveaux concepts de développement, ce que ça devient, ça devient ce que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire que vous avez maintenant vous avez un répertoire qui contient, lui, du coup, plusieurs fichiers, et pour chaque fonction
métier relative au panier, il y a un fichier. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive rapidement à x3 en termes de nombre de sources. Voilà, par rapport à la base de données, hein, pour le bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il n'y a pas de changement notable sur ça. Donc là, l'idée, juste pour compléter sur ce point, en gros, ce que vous aurez, c'est que vous aurez un contrôleur par action, et chaque classe de contrôleur implémentera une seule méthode execute. Voilà, en fait, en gros, il y aura une seule classe avec une seule méthode. Alors c'est vrai que d'un point de vue programmation orientée objet, ça peut faire sourire, puisque bon, en général, un objet, comme ça doit être représenté par l'implémentation de comportements, de méthodes et de propriétés. Là, effectivement, c'est plus le cas, mais c'est bon. C'est un découpage qui permet effectivement plus d'extensibilité, puisque à partir du moment où c'est une classe spécifique, ce sera plus facile à étendre. Alors, au niveau du fonctionnement de la configuration, donc dans Magento 1, en fait, toute couche technique devait être ajoutée dans un fichier unique de configuration. Alors quand je dis un fichier unique, c'était pour des raisons historiques, après ils ont splitté, mais c'est que de la cosmétique. C'était dans le config XML. Et puis pour activer le module, vous deviez ajouter un fichier de déclaration de module dans apt-tc module. Voilà, donc avec un exemple effectivement de la configuration. Alors ce qui était un petit peu embêtant, c'est que par exemple ici vous aviez une gestion de tag arbitraire. Alors si vous êtes venu en formation chez nous, vous savez ce que ça veut dire. Sinon, effectivement, le fait que ce soit newsletter ici en minuscule et là Maj newsletter en majuscule, ça n'a pas forcément de sens effectivement à première vue, mais bon, voilà. Alors, pour Magento 2, en fait, vous avez un fichier de configuration spécifique pour chaque niveau de couche technique. Parce que dans Magento 1, en fait, vous n'aviez qu'un seul fichier config XML. Dans Magento 2, en fait, vous avez plusieurs fichiers pour chaque niveau de couche technique. Alors, un pour la DI, pour l'injection de dépendance, on en parlera. Un pour les routes spécifiques. Un pour le cron, etc., etc. Un pour les layouts aussi, etc. Et la grande différence, en fait, surtout que, bon, à part pour la gestion de configuration qui est bien découpée, bien splittée au niveau de Magento 2 par rapport à Magento 1, c'est surtout qu'on active le module via l'outil console, via un outil console qui est disponible dans Magento. Alors pour ceux qui ont fait du Symfony 2, en fait, vous avez un outil, une ligne de commande avec l'application console de Symfony 2, et puis vous listez en fait la liste des commandes qui sont disponibles. Et en fait, Magento d'ailleurs étant le composant Symfony console, et donc vous avez également un nombre de lignes de commande qui sont disponibles, et dont une qui permet effectivement d'activer ou de désactiver les modules. Voilà, donc là c'était juste ce que je vous présente, enfin ce que je vous indiquais un instant, c'est-à-dire en gros la séparation des fichiers de config. Et petite surprise pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire que vous avez une vraie validation au niveau de la config XML. Parce qu'avant c'était un peu arbitraire, on mettait un tag où il n'y avait pas, mais voilà. Alors du coup, si on compare la manière dont Magento 1 gère la configuration avec la manière dont ce sera géré dans Magento 2, d'abord en termes de documentation, par rapport à Magento 1, donc c'était essentiellement basé sur des tutoriaux. Alors sur Magento 2, il y a, enfin tutoriaux, là c'était pour, voilà, j'ai pas dit non parce que il doit certainement y avoir quelques tutoriaux dessus, mais il y a vraiment une documentation officielle qui est encore en construction, mais il y a quand même l'idée d'une documentation officielle apportée par l'éditeur. En termes de validation des fichiers, donc c'est quelque chose qui n'existait pas dans Magento 1, donc c'était assez facile de faire des erreurs, on va dire des erreurs de formatage. Dans Magento 2, je viens de vous le présenter, effectivement, il y a de la validation, donc des fichiers de validation XSD. Dans Magento 1, la structure de tag n'était pas fixe. Alors, ça c'est une conséquence effectivement du fait qu'on met de la validation, c'est-à-dire qu'on si on valide forcément par un nom de tag, forcément il faut des noms de tag fixes, on ne peut plus s'amuser à mettre n'importe quoi, puisque sinon ça devient complexe à la validation. En revanche, quelque chose qui là pour le coup va persister dans Magento 2, c'est la lourdeur de mapping, hein, donc c'était quelque chose d'assez lourd dans Magento 1. Dans Magento 2, ça fait partie des points donc, qui ne vont pas s'améliorer. Et puis, pour ce qui est de la manière dont la configuration apportée, donc c'était un fichier unique, hein, ou presque dans Magento 1. Dans Magento 2, je vous ai présenté effectivement le fait que voilà, c'était bien séparé. Pour chaque niveau de couche technique, on avait des fichiers séparés. Et du fait qu'il n'y avait pas de fichier de validation dans Magento 1, on n'avait pas de levée d'erreur si on faisait donc une faute de syntaxe hein, dans le développement d'un fichier de type XML. Dans Magento 2, bon, bah ça c'est aussi une conséquence de la validation, c'est que dès que le validateur il détecte que votre fichier n'est pas syntaxiquement correct, eh bien ça râle et vous avez une erreur qui est bien explicite, j'ai testé, et qui est levée correctement. Alors, on a parlé de pattern MVC, donc on va commencer par la couche contrôleur. Donc la couche contrôleur, une des responsabilités de la couche contrôleur, c'est de gérer le routage de la requête. Donc on va voir comment c'était géré dans Magento 1.
Dans Magento 1, en fait, il y avait une convention de construction d'URL qui était que les 3 premiers paramètres du passinfo, qui sont ici par exemple catalogue /product /view, ils étaient dédiés au routage de la requête. Ça, c'est une convention effectivement ZF1. Et puis donc, une fois que vous aviez fait ça, pour déterminer en fait qu'un module est capable de gérer une requête HTTP, ça se gérait via une association du front name ici, dans la configuration. Donc le catalogue, ça devait mapper le premier élément du passinfo qui est là. Et donc s'il y avait un mapping, ça voulait dire qu'effectivement, le module catalogue était capable de gérer la requête en question. Au niveau du contrôleur, alors on a présenté ça très rapidement tout à l'heure. En général, dans Magento 1, on a un contrôleur par entité. Par exemple, vous avez un catalogue product controller, catalogue catégorie controller, et s'il n'y a pas d'entité, par exemple pour contact, eh bien c'est index controller. Et ensuite, on implémente autant de méthodes qu'on veut réaliser d'actions au niveau de notre couche contrôleur. Dans Magento 2, alors, bon, ceux qui sont effectivement aficionados de Symfony 2, dans Symfony 2, vous avez un composant de routing qui permet effectivement de définir des routes de la tête que vous souhaitez leur définir. Eh bien, dans Magento 2, en fait, il conserve la logique de routage du Zen Framework 1, c'est-à-dire que vous avez toujours l'idée d'un passinfo en 3 morceaux, donc en général des modules contrôleur action. Et puis le mapping, il se fait toujours pareil sur le premier élément du passinfo, donc le front name. Donc en fait, c'est juste un terme d'écriture, voilà. Et la différence, donc effectivement, au niveau de la couche contrôleur, on en a parlé tout à l'heure, c'était d'avoir une classe de contrôleur et une classe de contrôleur, pardon, par action et une seule méthode execute pour chaque action de contrôleur. Donc, au niveau de la couche comparative contrôleur, donc il n'y a pas énormément de changements au final, hein, puisque le routage est le même, c'est juste de la config qui change. Bon, d'un point de vue écriture, dans Magento 1, le seul petit point qui était entre guillemets perturbant, c'est que vous aviez un dossier controllers avec un petit C et un S, et un dossier contrôleur avec un grand C. Alors le dossier controllers, ça c'était pour, il contenait les classes publiques, celles qui étaient appelées directement par la requête HTTP. Le dossier contrôleur, c'était un dossier qui contenait des classes abstraites. Bon, du coup, ça, c'est dégagé, donc c'est plus simple. Par contre, on a une granularité plus fine, donc effectivement, avec une classe de contrôleur par action. La couche modèle. Donc la couche modèle historique de Magento. Vous avez donc une couche entité, une couche collection, une couche ressources. Et donc la couche ressources, elle, son rôle, c'est de faire le mapping entre la base de données et la couche entité. Et la couche entité, c'est la couche qui modélise vos entités. C'est-à-dire un produit, c'est une entité, donc voilà, un modèle abstract. Dans Magento 2, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Simplement parce que Magento 2 a... Enfin, c'est un peu plus compliqué en termes de schéma. Plus compliqué en termes de schéma parce que Magento 2 a implémenté une couche service. C'est-à-dire que les objets, en fait... Parce que dans Magento 1, ce qui n'était pas clairement défini, c'est que l'entité, elle avait les responsabilités d'une part de contenir les données de l'entité, mais elle pouvait aussi contenir des comportements métiers. Par exemple, le modèle order, il pouvait contenir la méthode send order email. Donc du coup, il y avait un mélange de responsabilités entre purement le container de données et les comportements métiers. Donc du coup, en fait, là-dessus, une approche classique, c'est de la SOA, c'est-à-dire une architecture orientée service. Vous avez un service, donc lui, il encapsule que les comportements, et le data model, c'est un bin, donc lui, son job, c'est juste de contenir les données, point. Et le repository, c'est le service qui est censé faire le mapping avec la base de données. Enfin, la base de données ou autre chose. Donc ça, c'est du classique, comment dire, en termes de conception, c'est du classique, et dans Symfony 2, c'est tout à fait ce qui est utilisé. Alors, bon, tu peux revenir ? Alors, le mieux sur ça, c'est que du coup, on a une vraie couche service. Le pattern d'inversion de dépendance est mis en place. Bon, le principal bénéfice, c'est que du coup, ça va contribuer à réduire la duplication de code, parce que du coup, on a un socle en fait commun à tous les canaux d'appel. On n'est plus obligé de dupliquer en fait de la logique en fonction que ce soit un appel par un modèle objet, un appel par une API ou que sais-je. Et de plus, l'éditeur s'engage par rapport au fait que la couche service va rester la même, va offrir les mêmes
va offrir les mêmes services finalement sur chaque version majeure. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la version 1X, parce qu'on pouvait avoir des changements de comportement entre versions mineures ou moyennes au sein des modèles. Là, la couche service en 2X ne changera pas en fait avant la 3X, quoi. Alors en revanche, ce que ça implique, c'est que du coup il y a beaucoup plus de classes à implémenter, puisque si vous vous souvenez du premier schéma, donc on avait juste une couche entité, une couche collection et la partie base de données. Là, implémenter un CRUD dans Magento qui tienne la route, dans Magento 2 qui tienne la route, c'est le micro marche plus. Et de plus, les choix de l'éditeur sont pas complètement clairs. Les choix de l'éditeur sont pas complètement clairs. Alors par exemple, dans le Customer Repository Safe, donc Customer Repository, c'est la couche qui est censée assurer la persistance pour l'entité Customer, donc c'est quand même clé d'un point de vue e-commerce. Alors si on regarde la cinématique de la méthode, alors je vais pas copier le code parce qu'il faisait 100 lignes, alors du coup bon, ça aurait été un peu lourd, mais j'ai extrait les parties intéressantes. Donc en fait, au début, vous avez un data model, donc en fait c'est les nouveaux modèles d'entités qui gèrent juste des containers de données qui est passé en entrée. Donc dans 1, on le valide. Bon, jusque-là, tout va bien. En 2, on transforme le data model en abstract model. L'abstract model, c'était l'ancien modèle Magento. En 3, on sauvegarde l'ancien modèle Magento, sachant que dans la couche ressources, donc c'est-à-dire dans l'ancien modèle Magento, il y a encore une validation. Comme on valide 2 fois, on n'est jamais trop prudent. Après, on fait un push dans le registre. Alors, le registre, en fait, c'est une classe qui a juste pour responsabilité d'éviter, si vous faites 2 fois un load, ben, s'il avait déjà été chargé une fois, en fait, il va récupérer la donnée dans le registre pour éviter de le recharger. Et enfin, on retransforme le abstract model qu'on avait mappé en data model. Donc en fait, clairement, par rapport au schéma que j'avais montré tout à l'heure, en fait, il y avait un niveau de couche en trop, puisqu'ils ont gardé en fait l'ancienne couche entité, ressources, collection. Ils l'ont gardé certainement pour des raisons de compatibilité ascendante. Et ça, a priori, c'est un boulet dans Magento 2, puisque au niveau des modules, c'est pas très cohérent. Puisque par exemple dans le module Customer, vous voyez qu'effectivement c'est bien, il fait du mapping de data model sur l'ancienne couche entité, et sur d'autres modules, par exemple CMS, il passe directement par la couche abstract model safe, c'est-à-dire les vieux patterns Magento. C'est-à-dire qu'en fait là-dessus, il y a vraiment, entre guillemets, à mon sens, un besoin d'éclaircissement de l'éditeur pour savoir effectivement ce qu'on utilise, parce que, bon, déjà il y a une multiplication des patterns, etc., mais alors si en plus la cohérence au sein de l'applicatif elle n'est pas conservée, ça va être vraiment, vraiment compliqué effectivement de faire quelque chose de propre là-dessus. Alors, on va passer à la couche setup. Donc la couche setup, c'était la couche qui permettait d'exécuter des scripts qui avaient pour objectif de mettre à jour la base de données. Voilà, alors dans Magento 1, vous inscriviez le numéro de version du module dans config XML, vous créez un fichier de setup par version, donc ici install, etc., pour chacune des versions, donc numérotées. Les versions des modules sont stockées dans la table core ressources. Alors le point qui est embêtant, c'est que les scripts de setup ils sont exécutés à chaque initialisation de l'application Magento. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la main finement pour savoir effectivement quand est-ce qu'ils seront exécutés. Dans Magento 2, donc le numéro de version il est dans un fichier module XML. Bon, ça change pas grand-chose, config XML, module XML. Les setups, alors pour les setups, en fait, on passe non plus par des fichiers versionnés par numéro comme je vous ai mis, mais ce sont de vraies classes. Et bon, pour l'install, ça pose pas de problème. Et pour l'upgrade, en fait, c'est ça que fait Magento. C'est-à-dire qu'il fait un version compare avec le numéro de version pour savoir, en fait, quel va être le bout de code qui va exécuter la méthode d'update ou pas de la base de données. Et la table qui s'appelait core ressources avant, elle s'est transformée en setup module, mais c'est la même. Alors par contre, ce qui est plus sympathique, c'est que les setups, en fait, ils sont exécutés via l'outil console qui est mis à disposition par Magento. Je vous avais dit qu'il y avait une ligne de commande qui permet d'activer ou désactiver un module, et bien là, vous en avez une qui permet d'activer, enfin de manipuler la base de données. C'est-à-dire, ils vous permettent de vous indiquer quels sont les modules à mettre à jour, vous pouvez mettre à jour, désinstaller, etc., etc. Alors, les avantages sur l'organisation des setups, en fait, là-dessus, c'est surtout l'exécution en ligne de commande, puisqu'avant en fait on n'avait pas la main finement pour savoir quand est-ce que ça allait être exécuté. Donc du coup des fois ça pouvait même poser des problèmes de concurrence au niveau de la base de données et puis des requêtes qui plantaient, donc là au moins c'est géré de façon plus fine. Et puis alors bon là c'est juste, bon, je vais pas dire cosmétique mais à peu près, c'est une gestion de source simplifiée en évitant la multiplication des fichiers de setup, parce qu'avant vous avez un fichier par
Version de module, là vous avez tout dans 2 fichiers, install ou upgrade. Donc au final, bon, en termes de gestion de source, c'est plus simple. Alors, on a fait couche contrôleur, couche modèle, les setups, maintenant la vue. Alors la vue, c'était ce qui était implémenté et qui était donc bien dans Magento 1. C'était un mécanisme de rendu de vue en 3 couches. Donc les blocs, ce sont des classes PHP qui ont pour responsabilité 1 d'afficher, 2 éventuellement de récupérer des données. Les fichiers de layout, ce sont des fichiers qui pilotent l'instanciation des blocs sur les pages. Donc en fait, c'est au niveau des fichiers de layout que vous dites que tel ou tel bloc sera positionné sur telle ou telle page. Et les templates, ce sont les fichiers PHTML qui contiennent l'affichage des données. Donc voilà, alors ce qui était bien là-dedans, c'est qu'il y avait, contrairement à tous les frameworks ou moteurs de templates actuels, genre Twig ou Smarty, ou un mécanisme de rendu de vue, au final, il n'y a qu'une seule étape, c'est l'étape affichage. Dans Magento, il y a 2 étapes. Vous avez une étape de mise en mémoire des blocs et une étape d'affichage. Avec évidemment un système, donc bon, c'est des events qui sont dispatchés entre les deux, mais par exemple à ce niveau-là, s'il y a un event qui est déclenché, vous pouvez modifier l'état de la mémoire et donc, de facto, modifier le comportement de l'affichage a posteriori. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer un bloc, ajouter un bloc, etc. et forcément, ça aura une incidence sur l'affichage. Dans Magento 2, donc, puisqu'en fait ce mécanisme de rendu de vue, d'un point de vue modularité, il était juste très bon, du coup dans Magento 2, c'est juste des points d'optimisation qui ont été apportés. Alors les points d'optimisation, c'est que les fichiers de layout et de template, ils sont positionnés directement dans un dossier view au niveau de la racine du module. Et pour les intégrateurs, quelque chose d'un petit peu plus sympa, parce qu'avant un fichier de layout, ça concernait l'ensemble des blocs qui allaient être affichés sur telle ou telle page. Là, vous aurez un fichier de layout par page. Donc là, effectivement, c'est plus sympa en termes de compréhension, puisque vous avez, bon, si vous voulez savoir sur tel module impacte telle page, il suffit de regarder vous avez un token ou une clé, on va dire, pour identifier une page et puis donc et s'y référer. Donc effectivement, ce sera un petit peu plus. Alors ça va multiplier encore le nombre de fichiers, mais paradoxalement, ce sera effectivement, d'un point de vue intuitif, c'est plus simple. Alors, il y a quelques petites choses aussi qu'on peut dire par rapport aux éléments apportés par Magento 2 du côté front. Donc, d'une part, un peu comme c'était commencé dans les versions 1.9 CE et 1.13 Enterprise, la version 2 donc fournit des thèmes responsive. Donc, il y en a 2. Il y en a un qui est vierge de toute, on va dire, customisation, c'est le thème blanc. Il y en a un autre qui est qui est plus pour l'effet démo qui s'appelle Luma. Donc ça implémente CSS3, HTML5 avec une approche mobile first sur ces 2 thèmes-là. Prototype donc a disparu, remplacé par jQuery. Les thèmes implémentent également quelque chose qui s'appelle Require.js, en fait, qui va permettre de gérer la dépendance entre composants JavaScript. La finalité théorique, en tout cas, c'est de mieux gérer les dépendances entre scripts pour en avoir moins, et en tout cas pour mieux gérer les temps de chargement associés. Et les CSS désormais sont gérables via Less, donc qui est un langage CSS dynamique. Alors l'idée c'est que ça devrait ici aussi réduire le volume final de CSS, améliorer évidemment la maintenabilité de ces feuilles de style là. Voilà, grosso modo c'est ça qui change en termes de front pour les intégrateurs. Alors, d'un point de vue comparaison, bon, on va dire que sur le mécanisme de rendu de vue, bloc, layout, template, il n'y a pas de grand changement. C'est surtout au niveau de la partie purement front-end des composants, des ressources front-end, donc JavaScript et CSS, que là, bon, c'est quand même plus sexy, on va dire, parce que des frameworks JavaScript qui sont un peu plus, alors pas récents, parce que jQuery il est aussi vieux que Prototype, mais on va dire tendance, voilà. Par contre, l'inconvénient effectivement de la multiplication de ces outils JS, CSS, etc., c'est qu'il y a davantage de prérequis techniques qui sont nécessaires pour travailler sur Magento 2. Ça s'est déjà arrivé que des fois il y a des clients qui fassent des bricoles dans le style CSS de Magento pour changer la couleur d'un label ou rajouter un underline sur un label ou quoi que ce soit. Là, ce sera plus possible, puisque comme on doit passer par la compilation Less, s'ils bricolent le style CSS, de toute façon, à la prochaine compilation, ça va bazarder son travail, et donc voilà. Alors, la couche shell de Magento
la couche shell de Magento, juste savoir ce qu'il y a là-dessus. Donc là, on va être assez rapide. Pour Magento 1, donc là, c'était entre guillemets à la bonne franquette. C'est-à-dire que vous aviez deux solutions. Ou vous implémentiez un script comme ceci, donc on inclut le Maj, un Majapp pour initialiser l'application Magento, et puis on faisait son traitement à l'intérieur du script. Ou alors, on posait un script dans le dossier shell qui devait étendre Maj shell abstract. Et puis on implémente une méthode run, voilà. Dans Magento 2, donc là on a quelque chose d'un peu plus sympa, c'est-à-dire que Magento utilise le composant console de Symfony 2. Et donc si vous voulez vous créer effectivement une commande, eh bien il faut créer une classe qui étend le composant commande de Symfony 2. Donc idéalement, puisque Magento appelle une couche service, donc vous devriez appeler à l'intérieur le service et pas implémenter tout le traitement à l'intérieur de la commande. Et puis ensuite, enregistrer votre commande dans la DI. Et ensuite, elle sera disponible. Quand vous faites un Magento, donc l'outil console de Magento, il est appelable dans le dossier bin. Donc si vous tapez Magento, qui est un exécutable PHP, que vous faites liste, vous récupérez la liste des commandes console disponibles. Et donc si vous avez bien fait toutes ces étapes et activé votre module, normalement, votre commande devrait apparaître effectivement dans la liste des commandes. On va maintenant parler des changements au niveau de l'API. Donc dans Magento 1, concrètement, on avait deux modes de communication disponibles. Donc on pouvait appeler le web service Magento soit par SOAP, soit par REST. Le problème, ou enfin en tout cas ce qu'il fallait faire pour chaque protocole, c'était déjà prendre en compte le fait que la manière de s'authentifier allait être spécifique, créer dans l'administration les comptes API associés à chaque protocole, gérer des rôles potentiellement, donc pour donner des droits en lecture ou en écriture sur certaines fonctionnalités seulement. Ensuite, ce qu'il fallait faire, si c'était pas natif, ce qu'on voulait utiliser, c'est écrire toute la logique métier de concrètement ce qu'on voulait récupérer par le biais de l'API. Dans deux dossiers différents potentiellement, parce que selon la version de l'API, on allait potentiellement avoir deux emplacements différents où la développer. Donc on arrivait déjà quand même à quelque chose qui était pas neutre. Et ensuite, il fallait faire donc toute la configuration côté module pour que concrètement ces nouvelles fonctionnalités de l'API soient disponibles dans le cas où on l'étend. Dans Magento 2, alors c'est un peu différent. Donc on peut toujours faire des appels par SOAP, par REST. En revanche, en fait, la signature des services, elle est directement construite par la signature des interfaces data model. Donc en fait, on a une étape en moins à suivre, puisque ça va du coup simplement nécessiter de rédiger la configuration dans la configuration des dépendances, donc l'ADI. Et d'ailleurs, on voit ce petit pattern qui est utilisé par Magento pour construire la signature des services. Donc concrètement, en termes d'avantages, on va réduire la quantité de code, parce qu'on n'est plus obligé de réimplémenter toute la logique métier pour chaque protocole, puisqu'elle est censée être dans la couche service, dont on parle depuis tout à l'heure. L'authentification, elle est unifiée, et la gestion des rôles, du coup, elle est également unifiée. Donc c'est un petit peu plus simple à ce niveau-là. Alors, maintenant on va parler donc des nouveaux patterns de Magento 2, et on va commencer par le plus structurant, c'est l'injection de dépendance. Alors l'injection de dépendance, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est dans vos classes, vous devez définir l'ensemble des dépendances en tant que propriété, et elles sont passées au choix ou via un système de setter, ou là, comme c'est choisi dans Magento, dans le constructeur. Donc effectivement, ça fait des constructeurs qui sont super fat, puisque effectivement, comme en plus, avec l'implémentation du pattern solide, on veut que chaque classe englobe sa micro-responsabilité, donc du coup, ça fait chacun a sa micro-responsabilité, donc du coup, au final, voilà, ça donne ça. Et donc les dépendances, vous les configurez dans le fichier DI.xml. Alors pour ceux qui ont fait du Symfony 2, la bonne nouvelle, c'est que dans Symfony 2, vous deviez définir l'ensemble des dépendances dans le fichier di.xml. Là, dans Magento, l'Object Manager, il est entre guillemets intelligent, parce que si vous lui donnez un type de classe concrète, il est capable de retrouver tout seul
si vous lui spécifiez rien, il est capable de retrouver tout seul eh bien, l'instance de classe concrète en question, et donc vous n'avez pas besoin de la mettre dans la DI. En fait, ne mettre dans la DI que les préférences d'interface, puisque si vous lui donnez une interface en constructeur, il faut quand même lui dire de quelle classe concrète il va s'agir. Bon. Ensuite, alors au niveau des avantages, donc ça j'avais récupéré les points d'avantage qui ont été cités par Alan Kent, c'était une des personnes qui a travaillé sur la conception de Magento 2. Donc déjà, on peut créer de vrais tests unitaires, puisqu'un test unitaire, la définition, c'est qu'on ne doit tester que le comportement de la méthode, pas les dépendances. Donc là, il suffit pour ça d'injecter des mocks en place des dépendances, c'est-à-dire des bouchons, des classes qui vont récupérer des données que vous aurez hard-codées. On évite les dépendances cycliques, puisque toutes les dépendances, elles sont passées dans le constructeur. Donc ça veut dire que si B est en A et que A est en B, eh bien comme tout est passé dans le constructeur, forcément, ça va faire une boucle infinie, et donc ça va planter directement à l'exécution. Donc là, au moins avec ça, vous n'aurez pas de dépendance cyclique. Et puis ensuite, l'idée, c'est que ça permet de réduire les couplages entre classes. Donc ça permet, puisqu'en fait, les dépendances, vous les avez directement en tant que propriété dans le constructeur, donc ça permet de voir quelle classe, effectivement, a telle dépendance, donc c'est quand même plus lisible. Donc ça permet une meilleure extensibilité et modularité. Donc les inconvénients, c'est plus lourd à écrire et à configurer. Donc ça, en général, ça veut dire qu'en termes de temps de développement à passer par rapport à un framework sans DI, bon, c'est une estimation que j'ai faite, hein, parce que qui est purement empirique, c'est pas quelque chose qui a été vraiment mesuré, mais on va dire que c'est 10% de temps en plus. C'est plus lourd à l'exécution parce qu'au moment d'instancier une classe, toutes les dépendances sont chargées. Et avec la combinaison d'une implémentation solide, c'est-à-dire une séparation des responsabilités, eh bien, le mécanisme de compilation de Magento 1 effectivement, aura un rôle plus important dans Magento 2. Alors, ça c'était pour l'injection de dépendance. Maintenant, il y a un nouveau pattern qui a été implémenté dans Magento 2, c'est le code generator, c'est-à-dire l'exécution de la génération de code à la volée qui sera positionnée à la volée ou en ligne de commande. Vous pouvez faire que les classes soient générées via l'outil console de Magento. Mais les fichiers sont générés dans le dossier var generation. Alors, la liste des patterns couverts, donc j'avais regardé dans la configuration, c'est tout ça. Alors, ceux qui sont vraiment bien documentés, c'est ceux-là. Les autres, je ne veux pas dire que pour l'instant c'est pour faire mumuse, mais il n'y a pas encore d'application réelle dans Magento 2. A noter que seul le pattern interceptor requiert vraiment un mécanisme de code generator, puisque tous les autres, en fait, c'est que du confort pour le développeur, puisque vous n'avez pas à écrire les patterns. Mais un pattern proxy ou un pattern factory, vous pouvez l'implémenter vous-même. Il n'y a pas besoin de code generator pour ça. Le pattern interceptor, on va voir ce que c'est dans un instant. Effectivement, on a besoin du code generator. Le pattern interceptor, donc ça, c'est programmation orientée aspect. Donc en fait, l'idée de ce pattern-là, c'est surtout de séparer l'implémentation métier des dépendances techniques. Bon, je prends un exemple idiot, c'est si vous voulez mesurer le temps d'exécution d'une méthode, qu'est-ce que vous faites? Au début de la méthode, vous mettez un micro-time true, enfin à grosse maille, vous mettez un micro-time true, et en fin de la méthode, vous mettez un micro-time true et vous mesurez le temps d'exécution entre ce qu'il y a au début de la méthode et ce qu'il y a à la fin. Le problème de faire ça, c'est qu'effectivement, vous polluez votre code avec des considérations techniques. Donc en fait, l'idée de la programmation orientée aspect, c'est qu'en fait, il va y avoir une injection de code. Ça se définit au niveau de la configuration et vous injectez du code au début et à la fin. Alors dans vos sources à vous, vous aurez que la cinématique métier, mais dans le code généré a posteriori, donc via effectivement un mécanisme de code générateur, eh bien le code contiendra effectivement le code technique que vous vouliez mettre au début ou à la fin de votre méthode. Donc pour faire ça, dans Magento, ils ont appelé ça un système de plugin. Donc le plugin, vous le définissez dans la DI comme ceci. Et puis, au niveau de votre plugin, vous devez implémenter la méthode que vous voulez plugger. Donc, around, c'est pour dire comment ça va se comporter par rapport à la méthode delete. Donc, la méthode delete, c'est une méthode qui existe physiquement au niveau du customer repository. C'est-à-dire que là, vous voyez, il se plug sur le customer repository et around delete. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où le customer repository delete sera appelé, cette méthode-là sera exécutée en premier lieu. Le delete customer, c'est-à-dire c'était le collable original, c'est-à-dire le customer repository delete, donc il est appelé ici. Et puis là, c'est la cinématique. Donc la cinématique, c'est la sauvegarde ici, la souscription pardon, d'un client à la newsletter.
Alors à savoir que ce pattern-là, dans Magento 2, c'est ce qui sera utilisé préférentiellement plutôt que le pattern Event Observer. Le pattern Event Observer, il sera toujours utilisable et toujours implémenté, mais le pattern Interceptor sera effectivement privilégié. Donc justement, par rapport au pattern Event Observer, l'avantage c'est qu'il n'y a plus besoin de déclencher et de chercher un event à un moment précis, donc en général un before ou un after, et le code est donc plus lisible. Donc ça c'est cool, puisqu'a priori il n'y a que du métier dedans. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il est plus difficile à débugger. Plus difficile à débugger parce que ok, c'est plus lisible, il n'y a rien dedans, mais au final on ne sait pas ce qui est exécuté. Parce que ce qui est exécuté, c'est la combinaison de ce qui aura été généré. Donc en termes de débogage, effectivement, ce sera plus compliqué. Alors, le pattern factory. Alors évidemment, comme on passe en dépendance, toutes les classes qu'on va utiliser au niveau de vos services. Vous ne pouvez pas passer une classe entité. Ne serait-ce que parce que si vous passez par exemple un modèle produit ou un modèle client et que vous avez besoin de faire un import de produit au client, vous allez avoir besoin de manipuler plusieurs entités. Donc du coup, ce qui est passé en paramètre, c'est un customer factory, c'est-à-dire une classe sans état. Et donc cette classe factory, elle permettra de créer directement des entités. Voilà, c'est juste à ça que ça sert, le pattern factory dans Magento 2, c'est tout. Et le pattern proxy. Alors le pattern proxy, bon, on va pas dire que c'est pour faire mumuse, mais au final, un petit peu, parce que ça permet d'implémenter un pattern poids-mouche. Alors en fait, l'idée du truc, c'est que le problématique de l'injection de dépendance, c'est qu'au moment où on construit une classe, il y a toutes les dépendances qui sont chargées en même temps. Donc forcément, c'est super lourd. Donc en fait, l'idée du pattern proxy, c'est que le proxy, il n'a qu'une seule dépendance, c'est sur l'object manager. Et donc en fait, l'objet qui sera passé en dépendance au premier service, en fait, du coup, eh bien, comme il va juste appeler le proxy, il sera plus léger que si vous aviez appelé la classe proxifiée qui contenait toutes ces dépendances. C'est ça effectivement l'intérêt du pattern proxy. Et ça permet aussi de faire passer des dépendances cycliques. Bon, alors ça c'est pas du tout élégant, effectivement, mais ça permet aussi de résoudre ça. Voilà, alors en ce qui concerne les patterns, dans Magento 2, bon, alors ils sont plus modernes et inspirés de Symfony 2. Alors pour certains, c'est encore même plus récent que Symfony 2, parce que si on considère que le code générateur c'est une avancée, bon, pourquoi pas, mais donc ça, effectivement, dans Symfony 2, ça n'y est pas. Donc, sur le papier, après, un développement Magento 2 apportera plus de sécurité, plus de robustesse, bon. Par contre, les points négatifs, c'est que une plus grande séparation des fichiers et une multiplication des patterns va alourdir l'applicatif et poser une barrière à l'entrée pour travailler sur Magento 2. Parce que déjà, on avait vu qu'il y avait 1 million de lignes de code sur Magento 1, il y en a 2,5 millions sur Magento 2. Et que là, bon, entre guillemets, alors on va pas dire qu'on s'est fait plaisir au niveau des patterns, mais, enfin, pas moi, hein, mais en tout cas ceux qui ont développé Magento 2, mais enfin en tout cas c'est vrai que sur Magento 2, ils y sont allés bien comme il faut. Ok, donc maintenant, on va terminer en parlant des changements fonctionnels, essentiellement. Donc, un des points principaux, en fait, des nouveautés qui existent dans Magento 2, finalement, Mathieu l'a rapidement abordé tout à l'heure, c'est la présence de tests. Mathieu a précisé que c'était des tests qui ne sont pas seulement unitaires, et ça, en termes de qualité, de performance et de bon fonctionnement, hein, en fait, de la plateforme, c'est absolument essentiel. Donc, la suite de tests automatisés qui existe et qui finalement est vraiment une fonctionnalité à part entière de Magento 2, couvre l'intégration, les tests statiques de qualité du code, donc ça c'est du basique, des tests de performance avec JMeter, avec, on le verra tout à l'heure, un générateur en fait de données pour injecter des données en base, pas partir sur quelque chose de complètement vide, des tests d'obsolescence, bon ça c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de code mort lié à la 1X dans la version 2, et puis les tests unitaires évidemment. Le principal intérêt en fait de ces points-là, c'est finalement qu'ils vont vraiment, un des points faibles de Magento 1, notamment par rapport à son positionnement en top-high, c'est le fait que c'est pas testé. Donc finalement, on fournit quelque chose, mais on n'a absolument aucune assurance que ça fonctionne. Ça fonctionne en standard, mais une fois qu'on a implémenté des trucs dessus, potentiellement, on aura des régressions. Et finalement, c'est vraiment un des gros avantages. Et la plupart des changements techniques que Mathieu a couverts, finalement, l'idée, c'est que finalement, Magento 2 a été construit avec presque une sorte d'obsession de est-ce que ça va être testable unitairement, et finalement, ça le devient. Pardon.
Donc, pour le moment, les changements fonctionnels, on va le voir, ils sont légers, on va les couvrir dans une seconde. De toute façon, comme Mathieu l'indiquait tout à l'heure, le périmètre fonctionnel de Magento en tant que plateforme e-commerce, bon, il est relativement borné, à moins qu'on en fasse des versions métiers, donc ça, éventuellement, on verra. Au Magento Live de Londres en 2014, il y avait eu un vote. La fonctionnalité sur laquelle il y avait le plus de demandes, c'était tout ce qui était import-export, donc on va voir s'il y a des choses qui changent par rapport à ça. Le CMS, le staging, les fonctionnalités de reporting et de recherche. Donc par rapport à ça, on va d'abord parler de gestion du cache. Donc la gestion du cache dans Magento, c'est un point qui fait l'objet d'avancées dans la version 2, puisque nativement en fait en version communautaire, Magento implémente un support de Varnish 3 et 4, et le back-end de cache Redis qui avait déjà été mis en place dans la 1.9, donc est continué, il est supporté dans ces versions 2 et 3, et c'est pas trop mal fait dans le sens où la gestion de cache public par rapport au cache privé, elle est mise en place, c'est-à-dire que c'est pas une implémentation à minima, et donc il y a une gestion en fait asynchrone quand on utilise le full page cache. D'ailleurs, ça donne des effets de latence au niveau du chargement des éléments dynamiques qui sont pas tip top. Et avec Varnish, donc il y a un support des ESI. La logique d'invalidation fine, donc on a vérifié, elle est relativement correcte. Par contre, il y a certains problèmes historiques liés à la démultiplication en fait du volume de cache à cause des handles dans les layouts, donc ça persiste. Et alors il y a un truc qui nous a assez surpris, c'est que le bug qui est déjà connu dans la version Enterprise, alors 1.13, pardon, il y a une typo, c'est pas la 1.3, qui consiste en fait à passer une commande et derrière à avoir comme conséquence un flush de l'intégralité du cache, du full page cache. En fait, comme dans la version 2, c'est le même système de full page cache, il y a le même bug. Donc en gros, vous passez une commande et ça vide l'intégralité du cache. Donc concrètement, à chaque fois qu'un client passe une commande, l'intégralité du cache est vidée. Donc ça, c'est un peu surprenant. Ça persiste dans la version 2. Bon, d'une manière générale, au final, on pouvait déjà en version 1x faire des choses intéressantes en termes de cache et de full page cache, mais le fait que ce soit natif en 2x, théoriquement, ça devrait réduire les coûts d'implémentation. Alors, une des problématiques qu'il y avait sur Magento 1, c'était la sauvegarde des produits qui était lente. Alors là, ce qu'on a fait, c'était un diagramme pour mesurer en fait en termes de pourcentage, quels sont les pourcentages occupés par les différentes tâches au moment de la sauvegarde d'un produit. Donc en fait, la sauvegarde dans le modèle EAV, si on regarde, ça représente quasiment que dalle, 4% du temps d'exécution. Et tout le reste, et surtout l'indexation, en fait, c'est des temps qui sont très coûteux. Et en fonction des configurations qu'on a, on peut avoir entre 500 et 1 seconde, 500 millisecondes, pardon, 500 millisecondes et 1 seconde pour la sauvegarde d'un produit. Le principe des index qui ont été mis en place dans la version 1.13 Enterprise il y a quelques mois maintenant, ce principe-là devient natif en version 2, donc c'est une amélioration. L'indexation manuelle, elle est remplacée, elle peut être remplacée par l'indexation asynchrone, donc concrètement il y a une tâche planifiée qui tourne, qui va lire les éléments qui doivent être réindexés. On peut également conserver l'indexation à la sauvegarde, mais bon, après potentiellement ça donne des sauvegardes de produits lentes comme on vient de le montrer. L'indexation partielle, c'est-à-dire par produit individuellement ou par catégorie individuellement ou d'une manière générale par entité individuelle, devient natif. Par contre, on mentionnait tout à l'heure, il n'y a toujours pas de plan d'alternatif à EAV. Donc finalement, c'est du mieux à ce niveau-là sur la 2X, mais bon, rien de transcendant non plus. Alors en version Enterprise, c'est intéressant de mentionner que l'éditeur annonce en fait qu'il sera possible dans la version 2.0 de séparer en fait la gestion des données en 3 bases. Une base qui gérerait le catalogue, une base qui s'occuperait des transactions et une base qui s'occuperait de la gestion des commandes une fois qu'elles sont placées. Chaque base pouvant en fait avoir un slave. Alors, il faudra voir comment ce sera implémenté, mais il y a également une idée de la part de l'éditeur d'avoir une sorte de file d'attente pour avoir une insertion asynchrone de commandes. Donc ça, il faudra voir aussi comment ça marchera par rapport au module de paiement. Et une mise à jour de stock asynchrone. Voilà. Alors d'après les meilleurs benchmarks qui sont disponibles et qui là aussi resteraient à vérifier, la version 1X qui serait actuellement capable de 42 000 commandes par heure serait capable en version 2, avec tout ça évidemment, de 90 000 commandes par heure. Voilà. Donc ça, après il faudra voir les benchmarks indépendants ce que ça donnera.
Le Performance Toolkit que je vous mentionnais tout à l'heure, donc ça c'est un point qui est intéressant, qui pourra être utilisé par vous dans les projets. Donc c'est une suite de tests basée sur JMeter. Et ça s'exécute également potentiellement en ligne de commande, ça fait partie des tests. Hein. Ça va permettre de vérifier la performance de comportements clés, hein, donc de l'ajout panier, du passage de commande, éventuellement de la recherche, ce genre de choses. Alors, juste rapidement, en termes d'interface, vous allez voir, il n'y a pas énormément de changements au niveau de l'admin pour le moment. Donc ça ressemble à ça. Donc peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Alors il y a quelques améliorations en termes de design de l'administration, notamment pour supporter les terminaux mobiles, enfin surtout les tablettes, parce que sur mobile c'est pas la peine. Il y a quelques changements au niveau des grilles, notamment, donc ça c'est la grille de produits. Vous pouvez voir qu'en fait on est en capacité d'ajouter automatiquement des colonnes dans ces grilles-là. Donc en fait ça ne requiert plus de développement, hein, donc des choses toutes bêtes comme ajouter des images dans la grille des produits, dans l'interface d'administration ou ce genre de choses, donc ça nécessitait forcément du développement. En plus de ça, par des pratiques de développement qui n'étaient pas forcément top et qui étaient susceptibles de créer des conflits entre modules, c'est partie des gros points noirs dans la version 1. Donc il y a quelques changements à ce niveau-là. Vous verrez qu'également on peut sauvegarder en fait la manière dont on affiche les données, et puis vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on est également en capacité de changer le positionnement des colonnes. Voilà, quelques petits changements cosmétiques pour le moment. En termes de checkout, avec le thème, donc de toute façon le checkout dépend du thème évidemment, mais nativement en fait ce que va proposer Magento, c'est quelques changements quand même. Il y a un truc qui diffère par rapport à la version 1, c'est-à-dire que l'utilisateur renseigne un email dans le checkout, et si le mail est déjà connu, donc Magento va le détecter avec un petit temps de latence et inviter l'utilisateur à renseigner son mot de passe. Bon, au niveau du checkout, il n'y a pas après énormément de différence. On va renseigner une adresse de livraison, on va sélectionner un mode de livraison. Voilà, tout ça de toute façon, ça dépend du thème et évidemment du travail qu'on fait en termes d'ergonomie du checkout. On va dire qu'il y a quelques changements cosmétiques par rapport à ça. Alors il y a un point technique qui en revanche va vraiment changer là pour le coup et qui n'est pas juste de la cosmétique, c'est qu'en version 1X, on était obligé systématiquement d'avoir une adresse de facturation d'un point de vue technique. Dans la version 2, s'il n'y a pas de paiement, alors on n'est pas obligé techniquement d'avoir une billing adresse. Voilà. Et d'autre part, alors un point aussi qui a été ajouté, si vous faites une commande en mode invité, vous avez l'opportunité sur la page de confirmation de commande qui est ici, vous avez une proposition en fait de créer un compte a posteriori en fait du passage de commande. Alors je signale quand même que j'ai remarqué pas mal de bugs sur ce checkout pour le moment. Un coup sur deux, l'adresse de facturation reprenait pas toutes les informations de l'adresse de livraison. De temps en temps, la page de checkout était blanche, donc c'était des tests faits sur une version qui est encore bêta, mais c'était pas très rassurant sur ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que la fonctionnalité qui avait été le plus demandée, sur laquelle il y avait beaucoup d'attentes, c'était l'import-export. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le module de Dataflow, donc qui était un des modes techniques d'import-export de Magento, donc il est supprimé. C'était hautement configurable, mais c'est vrai que c'était pas super en termes de performance. Donc là, maintenant, c'est la version simplifiée, donc dit import-export tout court, hein, qui est resté dans la version 2. Il y a quelques améliorations au niveau de l'import-export des produits configurables. On peut créer des produits associés à la volée. Il y a un certain nombre de colonnes, configurable variation et j'en passe. Enfin bon, il y a des codes un peu mystiques à écrire à l'intérieur, mais l'idée c'est qu'en termes d'import, ça reste relativement rapide et surtout ce que ça permet, c'est d'avoir du coup les produits associés qui sont automatiquement créés. Voilà. Au niveau de l'import-export de bundle, quelques améliorations également, et sur l'entité customer, c'est pareil, avec une gestion des adresses. Alors les performances qui sont annoncées pour le moment, c'est 100 000 enregistrements de produits simples en 25 minutes, un point que j'ai pas vérifié pour le moment. En termes de fonctionnalité, ce qu'on peut identifier également dans Magento 2 pour le moment. Donc il y a une mise en place du support pour l'outil de monitoring New Relic avec des données en fait paramétrées, des données personnalisées qui sont remontées, donc notamment placement de commandes, nombre d'administrateurs concurrents, ce genre de choses. Il y a une logique de publication des fichiers statiques puisque maintenant, en fait, chaque fois qu'on va avoir un changement fait au niveau du design, mais également au niveau de la traduction, on va avoir une publication à réaliser, donc il faudra passer par la ligne de commande pour faire ça. Et puis la console, donc également, qui est disponible par le biais d'un module qui s'appelle Developer.
Puis un nouveau module de paiement, mais ça c'est parce que c'est associé à PayPal. Il y a une fonctionnalité légère de vidéo produit, mais vraiment 3 fois rien. Le module de recherche, il a été légèrement amélioré, mais on voit que c'est vraiment juste au début du travail. Il y a une couche abstraite qui a été mise en place. L'idée, c'est que potentiellement, on pourrait avoir un moteur de recherche qui chercherait ailleurs que dans le catalogue, peut-être dans les pages statiques, mais c'est vraiment embryonnaire pour le moment. Un point qui, là pour le coup, est un petit peu plus utile, c'est la possibilité de personnaliser plus simplement les modèles de numéros de facture, commandes, bons d'expédition et bons de remboursement. Donc ça, c'est le module Sales Sequence. Et on peut désormais gérer l'installation et la suppression des données de test par la console. Dans Magento 1, on est obligé de faire un import de la sample data, installer Magento, etc., etc. Là, on peut faire ça de manière beaucoup plus souple. Alors du coup, là il y a encore une petite curiosité qui a été positionnée dans Magento 2, c'est que vous avez un module Magento version qui, si vous l'appelez avec l'URL que vous avez à l'écran, eh bien ça vous donne le numéro de version de votre application Magento. Donc c'est pas top effectivement si on sait qu'il y a une faille de sécurité qui est détectée sur telle ou telle version, voilà, il suffit d'appeler l'URL en question et voilà. Bon, alors, évidemment, comme tous les modules sont activables ou désactivables en ligne de commande, vous pouvez le faire, mais enfin c'est effectivement... un point à savoir effectivement en entrée. Alors, on ne sait pas si ce module-là va rester ou si l'éditeur va le supprimer. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on a regardé dans l'historique. En fait, l'historique de ce module-là, c'est qu'au début, il a été développé en copier-coller d'un autre module Magento 2. Ensuite, il a été refactorisé. Il y a 5 ou 6 commits de correction suite à des revues de code. C'est un peu bizarre. On a l'impression que c'était un peu un bac à sable. Et ça persiste dans la version bêta actuelle. Migration, comment migrer vers Magento 2? Donc par rapport à ça, le travail va être simplifié parce qu'il y a un outil de migration qui a été développé, donc qui va couvrir en fait tous les éléments natifs et qui sera à étendre pour tout ce qui est table et colonne spécifiques. Donc il y aura quand même un travail d'analyse à faire en amont. Le point évidemment à savoir, c'est qu'il faudra que la version Magento 1 de départ soit entre guillemets conforme au standard, parce que sinon ce sera l'échec. Donc il va y avoir un gros boulot d'audit à faire évidemment dans le cas où les montées en version seront pertinentes. Voilà. Et c'est disponible sous forme d'un package, donc à l'adresse qui suit. Alors juste à noter un petit point sur la partie migration, c'est qu'a priori il est question que de migrer la base de données. Le code, ce sera à vous de le migrer. Voilà. Un mot rapidement sur le nouveau Magento Connect. Donc du fait en fait que la logique de module change et est désormais gérée par ce qui s'appelle Composer, donc qui est un gestionnaire de package de dépendance PHP. Tout le nouveau Magento Connect, donc qui devrait être annoncé le mois prochain, je crois, va se baser sur cette logique-là, mais surtout en termes de fonctionnalité. Donc cette interface de Magento Connect va être revue. Voilà. Voilà. Alors, comme on est légèrement 4 minutes en retard, on va rapidement terminer. Donc, en termes d'industrialisation, finalement, le bilan qu'on peut tirer de tout ce qu'on vient de voir, notamment d'un point de vue technique, vous avez vu qu'il y a énormément de changements techniques. Tout ça, ça va demander évidemment beaucoup d'adaptation de la part des équipes qui travaillent avec Magento 1 aujourd'hui. Et très certainement, pour tirer vraiment, on va dire, pleinement des avantages de Magento 2, enfin des avantages, en tout cas des nouveautés qui sont apportées par Magento 2. Après, l'expérience sur les projets montrera si c'est un avantage, si ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Le mode de production, a priori, des projets va devoir être beaucoup plus industrialisé, enfin va devoir être industrialisé, donc certainement plus que ce qu'il l'est aujourd'hui avec Magento 1. Il y a un point sur lequel on peut s'interroger, c'est cette fameuse couche service, potentiellement, comment est-ce que ça va être utilisé, parce que potentiellement on peut toujours dans Magento 1, entre guillemets, s'en passer, mais du coup on perd la cohérence avec le socle Magento 2. Est-ce que ce sera utilisé ou pas? Ça, ce sera intéressant de le voir. Et c'est vrai que Magento 2 apporte aussi quelques éléments aux intégrateurs, notamment des librairies de design, entre guillemets. Donc il faudra voir ce que ça donnera par rapport à ça.
En termes d'écosystème, je voulais mentionner également que les contributions sont possibles par le biais de GitHub, donc c'est quelque chose que vous savez peut-être déjà. Je vais juste vous donner quelques exemples de contributions. Donc il y a un exemple qui concerne l'envoi de mail justement, qui est assez peu personnalisable dans la version 1X, qui est un peu plus personnalisable dans la version 2. Alors il y a quelque chose qui est assez surprenant. Si tu peux passer sur la slide suivante, c'est qu'il y a des contributions qui ont l'air en fait d'aller un peu à l'encontre des principes qui sont implémentés par Magento 2, mais qui sont acceptés. Alors en revanche, elles restent sur la branche développe. Alors là, vous avez l'exemple d'un événement qui va être transmis dans l'application quand un compte client va être en cours de validation. Donc ça, c'est pour vérifier les données, la validité des données renseignées par le client. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ces contributions, pour le moment, l'essentiel reste en fait sur la branche développe. Voilà, donc il faudra voir, est-ce qu'elles vont passer sur la branche master? Si oui, quand? Est-ce qu'elles vont vraiment se retrouver dans le produit? Pour le moment, c'est un peu bizarre. Il y a des contributions qui sont vraiment très intéressantes, mais qui, derrière, demandent une transformation en termes de code, parce qu'il y a des bonnes idées, mais derrière, il faut les transformer. Et il y en a d'autres qui, pour le moment, restent, donc du coup, on va dire, en stand-by. On peut mentionner également qu'il y a une documentation technique qui reste à mettre à jour sur certains aspects, mais surtout le bon point, c'est qu'il y a de nombreux exemples de code qui sont fournis sur l'adresse qui suit. Voilà. En termes de roadmap, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que théoriquement le mois prochain, donc l'éditeur va annoncer la version plus pour les développeurs, mais vraiment la version pour les marchands. Un point également sur lequel il faudra peut-être que l'éditeur précise la manière dont ça va se passer, c'est que théoriquement les ventes Enterprise vont être stoppées le mois prochain, mais ce serait quand même surprenant qu'un client qui souhaite utiliser Magento Enterprise doive partir directement sur une Enterprise 2X dès le mois prochain. Donc il faudra voir comment ça va se passer dans les prochains mois, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, ça fait quand même un gros challenge. Et à partir de 2016, donc il devrait y avoir de plus en plus de fonctionnalités, notamment un point a priori qui est prévu dès début 2016, c'est les fonctionnalités de staging, donc d'avoir des environnements par le biais de Magento, donc de recettes, de qualifications, etc. etc. L'engagement de l'éditeur, c'est de maintenir la version 1 3 ans ou peut-être plus. Voilà. Et pour ce qui est de la migration, donc évidemment, il faudra avoir des SOC Magento 1 qui soient conformes aux standards pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Et de toute façon, ce sera énormément de travail. Voilà. Donc, il faudra suivre comment ça se développe à partir de janvier 2016. Si vous avez des questions et que l'organisation nous laisse le temps, on y répondra. Sinon, n'hésitez pas à nous interroger sur le site de l'Académie ou à venir nous voir en fin de conférence.